Alors, je vais vous présenter donc cette communication qui est intitulée La face cachée de l'outil, de l'importance des outils de mouture dans les rites de passage. Donc, nous allons aujourd'hui ensemble analyser le rôle que les moulins jouent et la place qu'ils prennent dans certains rites de passage. Voilà, on a le son et l'image. Voilà. Donc ensemble, on va analyser le rôle que jouent que les moulins jouent et la place qu'ils prennent dans certains rites de passage. Alors c'est aussi une réflexion générale sur le statut des outils et en particulier sur les outils de mouture, car nous apercevrons que l'outil, lorsqu'il est retiré de son champ d'application fonctionnel, peut devenir un outil singulier, un outil rituel. On y reviendra. Donc en ce qui concerne le titre et le sous-titre, je vous dois quelques explications. L'emploi du terme outil de mouture tout d'abord. Alors c'est une définition académique d'outils de mouture pourrait être des instruments en pierre qui permettent de moudre les céréales. Mais pas que, on le verra. Néanmoins, ce sont ce qu'on appelle communément des meules ou des moulins. Donc vous l'avez remarqué, je n'ai pas proposé le titre de l'importance des moulins dans les rites de passage, pour ne pas créer de confusion avec le moulin qui est ancré dans les esprits, à savoir le moulin bâti, dont les immenses constructions industrielles reposent sur les cendres encore chaudes des moulins à vent ou des moulins hydrauliques qui constellaient les campagnes. Ah, c'est pour ça que tu as mis Don Quichotte sur le... Juste pour mémoire, c'est un chiffre à part. Actuellement, sur notre territoire, on compte 430 moulins en service, contre plus de 100 000 en 1809, lors de la grande enquête menée sur le potentiel agricole français. Donc vous voyez qu'il ne reste presque plus rien de cette activité. Et donc la face cachée de l'outil, c'est le moulin est un outil soit domestique, soit d'utilisation collective, que l'on pense connaître. En effet, qu'est-ce qu'un simple outil en pierre destiné à traiter majoritairement les céréales peut nous apprendre? Qu'est-ce que cet instrument peut nous transmettre? Alors, se cache de plus en plus, que cela soit dans une construction en bois, en pierre, dont l'énergie motrice est basée sur la force de l'eau ou du vent. Dans son plus simple appareil, l'importance que revêt l'outil de mouture brute est à l'image qu'a laissé l'outil lui-même. Mais cette image est tronquée. Pourtant, les moulins n'ont jamais cessé d'accompagner les hommes de l'âge adulte à la mort et d'alimenter leurs fantasmes. La femme du meunier, par exemple, connue pour sa frivolité, le secret de Maître Cornille et de ses sacs de farine. Des contes, des chansons, des comptines, des films ont été tournés. Les moulins sont connus, reconnus, vénérés presque, comme par exemple le moulin de Valmy, actuellement, qui est devenu un bâtiment symbole de différentes batailles. Bon, à travers ces exemples, nous voyons les moulins et les meules des sociétés néolithiques, protohistoriques ou antiques tombées progressivement dans l'oubli. Peut-être est-ce le phénomène de moulins à vent avec leurs grandes ailes et leur multiplication dans les campagnes qui les font comparer à de grands géants, les ennemis jurés de Don Quichotte. Il est vrai que derrière les murs épais des bâtiments, le meunier, seul maître à bord, dirige sa machinerie comme un chef d'orchestre, ouvrant les vannes, tirant des leviers, poussant des meules à leur extrémité pour qu'elles produisent l'ingrédient de base des sociétés agricoles. Suite à ces quelques lignes d'introduction, donc, nous nous rendrons compte que les moulins sont un élément indispensable, voire vital. Ils ont été largement étudiés et le sont encore. Alors, succinctement, il y a différentes manières d'appréhender les outils de mouture. Au niveau archéologique, tout d'abord, ce sont très tôt les découvertes exceptionnelles qui ont été faites, qui ont fait parler des moulins, comme la mise au jour en 1911 de meules en basalte dans une embarcation de l'Antiquité, échouée un peu plus au nord de Strasbourg. L'archéologue alsacien Forer avait alors consacré 2 articles à sa découverte. Les Anglais, avec Cecil Coven en 1937, qui ouvre la voie de l'analyse des moulins, avec de nombreux articles techniques sur le patrimoine anglais, écossais. Même si la chronologie fait défaut à l'étude de ces moulins, l'analyse y est très poussée. Ce sont les prémices de la typologie des meules qui sont publiées par cet auteur. L'école anglaise n'est pas insensible aux roches aussi, dans lesquelles les moulins sont taillés. Et c'est très tôt que nous voyons l'insertion des sciences géologiques dans les études molinologiques, voilà, pour reprendre un terme officiel. L'efficacité des pierres choisies, leur acquisition, leur transport oblige les archéologues à se tourner vers les géologues,
de manière à apporter des réponses aux nouvelles problématiques. Problématiques d'efficacité ou de route commerciale, par exemple. C'est dans les années 90 qu'en France, les études géologiques apparaissent systématiquement en lien avec les analyses typologiques faites sur les meules découvertes en fouille. Alors, qui dit meule dit aussi fonctionnement, dit aussi fonction de l'outil. Donc, je ne rentre pas dans le domaine de l'histoire des techniques, hein, ça demanderait une bonne série de séminaires comme celui-ci, consacrés juste à l'histoire des techniques. Mais nous sommes confrontés ici avec une nouvelle problématique qui ne peut être brouillée que par l'étude typologique. Hein. Il faut y intégrer l'archéologie expérimentale, ainsi que les enquêtes ethnologiques menées par des chercheurs comme Valentine Roux, par exemple, en Mauritanie, ou Caroline Amon au Mali. Derrière l'outil, nous voyons que se cachent des gestes. La richesse des enquêtes menées nous ouvre la voie d'une autre science qui permet de nourrir les études, la symbolique des outils. C'est l'école britannique qui s'est orientée très tôt dans cette voie avec des chercheurs des universités de Cardiff ou du Devon, comme Ewan Campbell ou Susan Watts. En résumé, la recherche actuelle française sur l'étude et l'analyse des outils de mouture est supervisée, si je puis dire, par une équipe d'une vingtaine de chercheurs organisés en projet collectif de recherche. Donc, j'ai eu le plaisir de diriger cette équipe pendant 5 ans. J'en suis un des membres fondateurs. Et j'ai notamment travaillé ces années passées sur les problématiques de contextualisation des outils. Hein, habitat, ensiculture, silos, dépôts, etc. Bref, sur une période allant du néolithique au Moyen-Âge, ce sont plus de 10 000 pièces que nous avons étudiées en l'espace de 10 ans. Donc, avant de poursuivre, très succinctement un rappel chronologique, parce que je pense qu'il est nécessaire de toujours avoir cette chronologie en tête pour tout le monde. Donc, en commençant par le néolithique, hein, depuis 3 millions d'années, la subsistance des chasseurs-cueilleurs dépend de la quantité de ressources disponibles dans leur environnement. Et au néolithique, les agriculteurs, éleveurs, entreprennent de domestiquer certaines espèces végétales. Pardonnez-moi si je reviens sur des choses qui sont connues. Et afin de produire leur nourriture, hein, espèces végétales et animales, bien entendu. Ce processus donc est clos en diverses zones de la planète, entre 10 000 et 3 000 avant notre ère, hein, avant de se diffuser auprès de la quasi-totalité de la population mondiale, et notamment vers 5 800 avant notre ère, donc sur le territoire qui correspond à la France actuelle. Donc, sédentarisés depuis le néolithique, les hommes et les femmes de l'âge du bronze, cette fois, perfectionnent leur technique agricole et deviennent des virtuoses de la métallurgie du bronze. Plébiscité pour fabriquer des outils, des armes, des parures, cet alliage dont la couleur évoque l'or nécessite d'établir de nouveaux circuits en Europe afin de s'approvisionner. On fait un petit bond dans le temps, donc à l'âge du fer, la société se structure fortement. Une élite dirigeante organise la répartition du travail, crée des agglomérations, connecte l'économie locale au réseau d'échanges méditerranéen, qui est en pleine expansion. Donc, désignés sous le terme générique de Celtes par les Grecs et les Romains, les habitants de territoire connaissent des évolutions différentes selon les régions. Alors, âge du fer, qu'on a l'habitude de séparer en premier âge du fer, donc dit Hallstatt, donc à peu près de 800 à 450 avant notre ère, et le second âge du fer, qu'on appelle l'Athènes, de 450 à 500, hein, à peu près. Hein, voilà. Donc ensuite, poursuivant l'expansion de leur empire, fondé au 8e siècle avant notre ère en Italie, les armées romaines, pour passer justement directement à l'Antiquité, envahissent l'extrême sud de la Gaule à partir de 120, puis en moins 52, date que tout le monde connaît bien, César conquiert le reste du territoire. Bref, voilà, après cet aperçu chronologique. Donc on passe directement dans le vif du sujet. Donc, vous l'avez compris, le moulin est un outil en pierre composé de 2 pièces, selon les périodes et l'ère géographique. Il adopte une forme particulière. En Europe occidentale, du néolithique jusqu'à la fin du premier âge du fer, il est constitué d'un élément fixe, qu'on appelle la meule, sur lequel est actionnée une molette dans le sens longitudinal. C'est le moulin va-et-vient. Il se généralise avec le début de l'agriculture, mais existe depuis le paléolithique pour le broyage des pigments et de certains végétaux. C'est en quoi la pierre? En grès. En grès. C'est du grès. Le moulin répond à la nécessité de transformer les céréales en farine, fine ou grossière, destinée à la fabrication de pain, de galettes ou de bouillies.
Alors là je vous transporte directement en Jordanie actuelle, à Shobaïka, qui est un site natoufien dans le désert jordanien, 12 000 avant notre ère. C'est un site sur lequel des structures empierrées ont été trouvées, structures empierrées que l'on distingue ici sur la photo du bas. La fouille d'une des structures a permis d'ouvrir non seulement des outils de transformation de céréales, donc des mortiers plutôt que des meules, et en très petit nombre, mais aussi, et c'est là que le site est doublement intéressant, des restes de pain, a priori à pâte levée d'après les archéologues. Donc ce sont les plus anciennes traces de pain du monde. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est la faible quantité d'éléments de mouture et de broyage, ce qui fait penser aux archéologues que cette activité devait être exceptionnelle ou centralisée. Alors de Jordanie, je vous emmène directement. Centralisée, vers des boulangeries. Centralisée, oui, une sorte de boulangerie, mais bon, c'est une meunerie. Oui, mais alors en très faible quantité. Enfin, donc je vous emmène directement en Turquie actuelle, à Göbekli Tepe. Donc c'est un site PPNA, donc vers 9000 avant notre ère. Donc dans l'actualité de recherche, un article très récent de juin 2021 intitulé The Ancient Carb Revolution a été publié dans un volume de Nature. Donc cet article relaie entre autres les recherches menées sur les activités de traitement de céréales sauvages. Bon, ce sont essentiellement donc une archéologue dont je viens d'oublier absolument le nom, Laura Dietrich, pardon, voilà. Donc on peut lire que ces investigations sur le site donc ont permis de séparer les outils de mouture et les outils dédiés au concassage. Alors à l'inverse du site le site de Shobaïka, ici ce sont plus de 10 000 meules qui ont été mises au jour avec 600 récipients en pierre, enfin c'est absolument gigantesque. Et dans son article donc Bread and Porridge publié en 2020 dans le Journal of Archaeological Science, elle explique avoir étudié ces outils de transformation en analysant l'étendue des usures sur les surfaces actives. Voilà. Donc une des conclusions ressortant de ce lot, c'est qu'elle a pu mettre au jour donc des meules pour la farine et des meules pour le broyage. Donc, si je continue sur la typologie des outils, donc à partir du 5e siècle avant notre ère, le moulin devient rotatif. Il est constitué de 2 éléments, la meule dormante et la meule tournante. Donc, les plus anciennes pièces proviennent d'Espagne actuelle. D'où la nécessité de cette introduction chronologique, pour montrer que le monde méditerranéen, en fait, s'ouvre à cette période-là. Donc, la pièce dormante se présente généralement sous la forme d'un disque de pierre. Vous l'avez ici sous les yeux. Voilà, dont la surface est pentue. Quant à la partie tournante, donc, elle est exactement la même, sauf que les deux parties, évidemment, sont finement travaillées. Le morceau de bois qu'on met pour entraîner, il se place où? Ici. Ici, d'accord. Voilà. Et en haut, on verse le grain. En haut, on verse le grain, oui, tout à fait, oui. Et il tombe comment? Alors le grain tombe ici entre les deux meules, voilà. Entre les deux meules, ouais. Sur une natte ou sur une natte, oui. Donc les moulins non industriels sont encore largement utilisés dans le monde. Vous voyez ici par exemple au Laos, un ami a pris une photo d'un moulin, voilà, qui est en train d'être mis en mouvement par 2 femmes laotiennes, voilà, pour le broyage du maïs. Et donc vous voyez que c'est un outil qui est largement encore utilisé à travers le monde. Et bon, ça c'est pour la partie protohistorique. Pour la partie antique, par exemple, là ce sont des boulangeries urbaines. Donc on passe à un autre stade ici à Ostie, à côté de Rome. Voilà, donc là il y a eu le développement durant l'Antiquité de boulangeries urbaines comme celle de Pompéi notamment, ou d'Ostie. À partir du 1er siècle avant notre ère, le moulin hydraulique se développe en Gaule. Il aura le succès qu'on connaît. Et c'est à partir du 7e siècle, en revanche, que le moulin à vent se développe, notamment en Perse. Alors, la fonction la plus fréquemment évoquée, c'est la mouture céréalière, pour obtenir des farines panifiables ou transformées en bouillie. Mais cette activité n'est pas la seule. Elle peut être alimentaire ou non, comme vous le voyez ici, donc sur la gravure de Georgius Agricola en 1556, qui montre donc le moulin qui est utilisé dans la chaîne opératoire de la minéralurgie. Donc, globalement, pour produire quoi? Pour broyer le minerai.
Mais tu sais pas lequel? Ça, c'est du minerai de... Métal Non, ou non? non, pas forcément. Ça peut être du minerai argentifère, du plomb argentifère. Enfin, globalement, dans la majorité des cas, le moulin va permettre de traiter des céréales intégrées donc entre les deux éléments dont je vous ai parlé, donc pour en extraire l'amande farineuse. Alors rapidement, l'approvisionnement en roche pour la fabrication des moulins nécessite une très bonne connaissance des affleurements rocheux à disposition dans l'environnement du tailleur de pierre. Donc l'homme a la capacité d'explorer, de sélectionner une matière première efficace, parfois de s'affranchir de grandes distances pour collecter la roche, mettre en place des circuits d'approvisionnement. Donc vous voyez, donc les premiers circuits donc de diffusion d'importance datent de la période du bronze, comme je le disais aussi dans l'introduction chronologique. Donc l'homme est prêt à franchir de grandes distances. Donc l'acquisition locale, vous pouvez penser, l'acquisition locale qui relève d'un réflexe tout à fait humain, tout à fait compréhensible, n'est pas forcément la seule condition de ramassage. Voilà. Donc je passe un petit peu sur cette thématique. Donc pour résumer, de la période néolithique à la période contemporaine, les moulins n'ont jamais cessé d'évoluer. Donc vous voyez ici, donc on passe du moulin va-et-vient au moulin rotatif ici, le moulin des boulangeries romaines. Avec moteur animal. Avec moteur animal ou personnel. Enfin en tout cas humain. Les moulins à vent. Alors un autre type de moulin à vent qui sert en Hollande à retirer l'eau des polders de manière à ce que la Hollande ne baigne pas trop dans l'eau. Et puis ici rapidement, voilà, c'est des moulins industriels. Donc vous voyez que évidemment que la morphologie du moulin a évolué pendant tous ces siècles. Le moulin à eau est antérieur au celui à avant ou postérieur? Le moulin à eau est antérieur. Antérieur. Oui. Il date du 1er siècle avant notre ère. Voilà. Donc, témoin de l'évolution des sociétés, symbole d'une économie agricole, qu'elle soit de subsistance ou basée sur le rendement, parfois outrancier, les moulins ont logiquement fait l'objet d'une utilisation particulière, parfois même détournée de leur rôle dans la culture et la dévotion populaire, où ils véhiculent des messages et sont porteurs de nouvelles. Ici, le moulin miraculeux. Alors c'est une superbe image d'Épinal sur les relations hommes-femmes en 1876, où le moulin possède des propriétés absolument insoupçonnées. Alors qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une foule, composée la plupart de couples. D'autres couples arrivent dans une calèche, et puis inexorablement, là, on a l'impression que ces femmes se dirigent vers le moulin et en ressortent peut-être différentes. Alors pardonnez-moi, évidemment, c'est une image d'Épinal. Donc les femmes sont glissées dans la trémie et sont métamorphosées. Donc le meunier, dans le petit texte de dessous, le meunier nous dit « Approchez-vous, jeunes et vieux, dont les femmes laides, jolies, au caractère vicieux, ont besoin d'être polies. Femmes qui, du soir au matin, se bat, boit, éprise et caquette, amenez-la dans mon moulin, je vous la rendrai parfaite. » Alors je passe, parce que sinon je vais recevoir les foudres de ces dames. Le sixième, un des maris répond: ma femme, comme un vrai sapeur, avec une admirable grâce, jure et me fait trembler de peur. En me prenant par la tignasse, je crains beaucoup que ce lutin du meunier ne soit la conquête. En revenant de son moulin, du moins, elle sera parfaite. Et le meunier répond: voyez les effets du moulin, j'ai rendu celle-ci muette. Celle-là n'aime plus le vin et cette autre n'est plus coquette. On laisse ici café divin, tabac. Aussi, je vous répète, amenez l'espèce au moulin et je vous la rendrai parfaite. Je ne m'étends pas sur cette image d'Épinal, mais vous voyez donc l'utilisation détournée d'une fonction d'un moulin. Comme nous le disions précédemment, donc les moulins sont aussi porteurs de nouvelles. Ici est illustré par exemple le langage des ailes de moulin qui annonce des événements. Alors sur la gauche, les ailes en quartier, en croix de Saint-André, signalent un heureux événement chez le meunier. Quand les ailes sont en bout de pied, ça signale que le moulin est prêt à travailler ou appelle au rassemblement. Quand elles sont inclinées en jambe de chien gauche, elles annoncent un heureux événement, comme un mariage, une naissance, ou alerte d'un danger militaire. Et la jambe de chien droite, inclinée à droite donc, elles annonçaient un deuil chez le meunier ou dans le village, ou un danger militaire écarté.
Toujours dans cette culture et dévotion populaire, dans cette reproduction du tableau de Bruegel, intitulé Le portement de croix, l'œil est fatalement attiré par une improbable colline sur laquelle est perché un improbable moulin. Pourtant, dans ce tableau se cache la passion du Christ. Alors, je dis se cache parce qu'il est vraiment nécessaire de faire un effort visuel pour chercher des éléments et des indices. Pourtant, le moulin, lui, trône tel un dieu de l'Olympe, intouchable. Donc ce tableau, évoque la permanence des choses, des événements, mais aussi l'inexorabilité. Nous pourrions appliquer à cette notion la phrase de Plutarque, « Les meules des dieux grincent tard, mais elles grincent bien ». Donc c'est une inexorabilité de la vie. Comprenons donc que le moulin, les outils de mouture nous accompagnent et s'immiscent dans les étapes de notre vie, de la naissance à la mort, intégrant par conséquent les rites de passage, en étant acteur de ces rites, ou simple figurant. Alors, ce qui est intéressant ici, dans ces deux œuvres, c'est la manière dont les artistes se sont appropriés le moulin. Il était question dans les martyrs de Saint-Vincent de Saragosse, ici à gauche, ou le martyr de Sainte-Christine, il était question de l'utilisation d'une lourde pierre. Mais dans l'esprit de l'artiste, le choix d'une meule était évident, comme le montre donc la corde passée dans l'œil de la meule rotative sur la sculpture de Sainte-Christine. Le martyr de Saint-Denis, sur votre droite, dont le choix de l'artiste est ici très intéressant, puisqu'il met en parallèle le cheminement vers le martyr et le cheminement de la céréale qui va être moulue, transportée ici dans une embarcation. Vous devinez donc le meunier qui porte le sac de céréales et qui amène son sac de céréales aux moulins qui sont en dessous du martyr. Donc, pour rappel, la céréale dans le moulin va suivre un cheminement hélicoïdal bien précis, durant lequel la graine va être enroulée, ouverte, puis broyée. Donc, c'est un parallèle entre la mouture et la mise à mort. J'avais également évoqué cette métamorphose lors de la table ronde sur le banquet cérémoniel avec le sacrifice de John Barleycorn. John Barleycorn, donc c'est un grain de céréales personnifié, donc qui subit les affres des techniques agricoles pour terminer en bière. C'est un grain d'orge. C'est un grain d'orge, oui. John Barleycorn, oui. Donc le passage de la céréale dans le moulin est donc l'activité de mise à mort. Elle représente le sacrifice végétal, la mort de l'esprit de la céréale métamorphosée en farine, comme nous le précise un autre passage de Plutarque, qui nous dit « La farine a perdu la nature du blé et n'a pas acquis celle du pain. Elle n'est plus une semence, elle n'est pas encore une nourriture. Aussi le poète l'appelle-t-il métaphoriquement mulephaton, c'est-à-dire un blé qui a péri sous la meule. » Alors, je ne m'étends pas sur cette notion d'esprit végétal. On en avait parlé lors de cette même table ronde sur le banquet cérémoniel. Mais voilà, donc c'était cet exemple donc illustre bien cette mise à mort. Et donc cette céréale métamorphosée, cette fois, est illustrée par la mouture, ou un élément du moulin, les meules, voire un élément associé au moulin, illustré par ces magnifiques masques apotropaïques qui sont conservés au musée alsacien de Strasbourg. Donc ces masques de bois fixés à la base des moulins, donc la plupart du temps des moulins à eau, déversent la production par leur bouche ouverte et sont donc fixés devant la caisse où est recueillie la farine. Donc la farine en fait jaillit de la bouche du masque, donc qui est appelé un dégorgeoir de moulin. Donc par leur caractère effrayant, ils sont censés protéger la farine. C'est pourquoi, très souvent, les figures des dégorgeoirs, symboles du passage d'un état à un autre, représentent l'étranger, des diablotins, des monstres de la mythologie antique. Alors, cette mesure de protection par le masque répond aux conséquences atroces, notamment de l'intoxication du pain par un champignon parasite des céréales que tout le monde connaît, l'ergot du seigle. Celui-ci transmet une maladie grave et létale, qui provoque des hallucinations et des pertes de membres,
et elle était appelée autrefois Feu de Saint-Antoine. Alors c'est d'ailleurs la congrégation des Antonines à Colmar, à côté de Colmar, qui s'occupait des malades, d'où cette commande du retable d'Isenheim que vous avez devant vous, où on distingue ici dans le détail de l'agression de Saint-Antoine par les démons, un homme qui est détaillé ici, voilà, un homme monstrueusement pustuleux et amputé par cette maladie. Hein, voilà, il a perdu des membres, enfin bon, bref. Donc une vraie métamorphose de son corps. Alors extrayons-nous maintenant de la dimension immatérielle, si je puis dire, dans laquelle nous avons vu progressivement les moulins apparaître comme des transmetteurs détournés, des machines destinées à métamorphoser, des véhicules involontaires de transmission de maladies mortelles ou de martyrs, pour considérer maintenant l'environnement dans lequel ces pièces nous parviennent par le biais des fouilles archéologiques. Donc une lecture supplémentaire et complémentaire peut s'effectuer sur des objets qui possèdent des critères distinctifs. Hein. Je m'explique. Les analyses ethnographiques permettent de replacer ces objets dans une autre dimension, hein, qui n'est pas habituelle pour nous, archéologues. Hein. Cela nous conduit à lire différemment les outils et à proposer des pistes de lecture. Alors, il est indispensable, comme disait donc Valérie Zetoun dans son intervention, hein, du 20 octobre dernier, de faire attention au glissement analogique. Hein. J'ai vraiment retenu cette phrase. J'ai pas retenu que cette phrase, bien entendu. Il faut être prudent et éviter de trop projeter et calquer aussi les autres cultures sur notre quotidien. Hein. Donc nous allons donc maintenant analyser à la loupe ethno-archéologique le rôle que jouent les outils de mouture dans la composition des rites de passage, en particulier ceux de passage à l'âge adulte, du mariage, bien que peu détaillé, du rite funéraire que l'on traitera sommairement pour des raisons de documentation absolument pléthoriques, à savoir qu'il existe de très nombreux outils de mouture associés aux sépultures, notamment pour le néolithique. Nous n'allons donc pas faire un inventaire à l'après-Vert, mais je vous propose d'extraire des cas singuliers. Hein. Ce sera donc une analyse transversale. Je ne me suis pas focalisé sur une région en particulier, mais on verra certaines récurrences. Donc vous voyez ici, par exemple, pour une période médiévale, un moulin à sel dans le Dorchester qui s'intitule Quern with Sleeping Fox. Hein, donc vous voyez un petit renard assoupi sur le moulin à sel. Ici, une croix gravée sur une meule découverte à Châtenois dernièrement en Alsace. Certains de ces outils sont donc susceptibles de se rapprocher de pièces de prestige à forte charge symbolique, que ce soit la roche dans laquelle ils sont taillés ou de leur mise en forme. Ces outils isolés ont acquis une plus-value et constituent néanmoins un corpus réduit. Le moulin peut être employé comme outil médiateur, jouer un rôle propitiatoire dans des rites, parfois documentés ou non. Voilà. Le rite de passage est ici caractérisé par le passage de l'artefact archéologique à l'objet rituel. Vous voyez ici quelques exemples de métathées cérémonielles, donc dans l'état du Costa Rica, ici des meules ornées de Libye, hein, publiées par Jean-Loïc Lequelec, et puis une meule ici décorée d'un phallus datant de l'époque romaine, qui vient d'être découverte au mois de septembre 2021, du côté de Cambridge. En effet, le moulin peut être impliqué dans un dépôt lié à une cérémonie qui présente sans doute un caractère contractuel. En ce cas, l'appareil est soustrait à la vue et a priori de manière définitive, jusqu'à ce que l'archéologue le découvre. C'est le cas des outils mis au jour dans des contextes de dépôt dont l'objectif est soit l'offrande, soit la commémoration d'un événement particulier. Je reprends les termes de Mathieu Pou, archéologue, et qui a bien différencié l'offrande et la commémoration. Donc, tandis que la symbolique de l'offrande est caractérisée par une mise en scène qui permet de détourner la pièce du circuit ordinaire en la gardant intacte, la commémoration, elle, indique davantage un principe de sacrifice en dénaturant la pièce au moyen de sa destruction. Alors je fais une petite parenthèse concernant l'action sacrificielle. Il est intéressant de noter que le terme immoler donc vient du latin immolo, qui se décompose en in mola, qui signifie de la meule. Car avant le sacrifice animal dans l'Antiquité, on saupoudrait de farine sacrée le front des animaux à sacrifier. C'est un mélange de farine grossière et de sel. Ça s'appelait la mola salsa. Son utilisation était donc une des nombreuses traditions religieuses attribuées à Numa Pompilius,
un roi sabin de Rome. Donc, voilà pour la parenthèse. Donc le cas de la commémoration, très important, ça. Tout à fait, a souvent été rencontré par les archéologues au sein d'inventaires d'artefacts brisés, réduits en morceaux, rendus impropres à leur utilisation ultérieure, destruction d'accessoires afin de s'assurer de l'absence de réinvestissement. Grâce à une méthode de prélèvement systématique, des fragments roches présents dans les comblements des structures archéologiques que nous avons pu découvrir permettent de dire en fait que ces fragments ont appartenu à des meules rotatives, mais permettent de dire parce qu'elles ont été pilées, littéralement pilées en cubes, bien souvent régulièrement, enfin relativement réguliers. Par exemple, sur un site alsacien, à Sarverden, des fragments ont été extraits d'un grand fossé de l'Athènes finale. Donc c'est dans ce même fossé qu'ont été mis au jour plus de 6000 fragments d'amphores vinaires, représentant un nombre minimum d'individus de plus de 400 pièces. Donc c'est visiblement au cœur de cette implantation gauloise qu'a eu lieu un événement commémoratif de type banquet. Le cas des meules enterrées hors sépulture, dont le thème a été analysé récemment par Caroline Hamon pour la période néolithique, peut être interprété comme une offrande votive cette fois, pour entrer en relation avec des intercesseurs, voire les divinités elles-mêmes, perpétuer ainsi le lien entre les outils, la fertilité agricole, nous dit l'archéologue britannique Susan Watts. Le lieu de l'offrande, donc, peut être différent du site où a eu lieu la pratique dévotionnelle, attention. Nous retrouvons ce type de geste dans la découverte qui a eu lieu en 2005 près de Strasbourg, ou dans une fosse circulaire du second âge du fer, que vous avez ici sur votre gauche, fosse isolée, elle a été mise au jour, et cette fosse a livré un dépôt de 4 vases, dans lequel était placée une noix et des graines. Ces vases étaient associés à un moulin dont les meules étaient posées de champ, vous le voyez ici, voilà, avec le vase, et puis ici la noix, voilà, avec les vases qui étaient quasiment intacts. Posé de champ, c'est-à-dire sur le côté. Donc cette fosse creusée dans le Leuce, dans cette terre jaune fertile d'Alsace, possède un comblement unique leucique, c'est-à-dire d'une couleur absolument identique au sédiment encaissant. En somme, le sédiment a été mis de côté, enfin, c'est l'impression que ça laissait, lors de l'ouverture, et remployé pour fermer la fosse. Si bien qu'il est difficile de repérer en fait la structure. Donc il semblerait que nous soyons en face à un dépôt votif dont le geste d'enterrement a dû être effectué en une seule fois. Donc ce réceptacle est peut-être destiné à créer une frontière entre le monde extérieur et le monde chtonien. Donc il constitue un reliquaire dans lequel le moulin a sa place. Le milieu d'enfouissement des offrandes est variable. Il s'agit le plus souvent d'un réceptacle, parfois profond, qui peut se décliner en silo. Il y a des exemples un peu partout, mais à Pontos en Espagne notamment, ou un puits. Alors les puits, Vieille Toulouse, le site du Mormon en Suisse, ou ici sur l'oppidum gaulois du col de Saverne, juste à côté de Strasbourg. Donc la fouille d'un secteur de cet oppidum a livré plusieurs puits, dont un retient notre attention, celui-ci. Donc dans le fond, en fait, nous avons toute une organisation d'outils métalliques, et puis des haches, un pic, recouvert par des moulins, et des céramiques non écrasées, donc visiblement déposées. Donc d'après leur position et leur état de conservation, les objets n'ont pas été jetés dans l'ouverture supérieure du puits. Donc cet assemblage est recouvert ensuite par une couche organique dont le profil souple conduit à penser que c'était une vannerie, et donc elle marque visiblement la limite entre le dépôt et le comblement des phases suivantes, qui sont davantage détritiques. En somme, on le voit, le moulin est un outil artisanal qui a pu être séparé de sa sphère initiale pour entrer dans une autre sphère. Donc un changement de statut, et ça c'est très important. L'outil rituel est un objet d'usage courant, domestique, utilisé dans le cadre d'une pratique rituelle. C'est à l'image, par exemple, du couteau de rituel à Delos, par exemple, ou le soufflet de forge. C'est des articles que j'ai pu lire dernièrement. Donc le soufflet de forge dans l'ethnie Mos au Burkina Faso, où l'objet est utilisé donc dans une thérapie, voilà. Donc il devient sacré. Donc, d'après Cécile Prêtre, qui est historienne, dans son article « L'offrande dans les inventaires de Delos, objet rituel ou sacré »,
article qui mentionne donc ce couteau dont je viens de parler, l'objet est devenu sacré à la suite de son utilisation rituelle dans le cadre de l'exercice d'un culte. En ce sens, donc je vous conseille la lecture des actes du colloque intitulé Objets sacrés, objets magiques de l'Antiquité au Moyen-Âge, édition CNRS, sous la direction de Charles Delattre. Guy Poitvin nous apprend dans son ouvrage Le chant des meules, la signification des vers que chantent les paysannes meunières indiennes durant la mouture matinale. Car pour elles, moudre, c'est se fondre dans le moulin et accéder à la paix de l'esprit et la joie de vivre. C'est se laisser transporter par le sens et le mouvement de sa propre existence jusqu'à l'exaltation, je cite. Voilà. Donc c'est donc en tournant la meule, qui représente le mouvement samsara du monde, qu'est extrait la substance qui donne du courage à la paysanne meunière. Donc elle entre en contact et en union avec la divinité donc Govinda Krishna que l'on peut voir ici sur la gauche. Donc les êtres et leurs actions sont purifiés par le biais du support métaphorique qu'est le moulin. Dans un niveau de lecture similaire, où le Christ est révélé aux hommes par un médiateur, que s'inscrit donc le moulin mystique que l'on a ici sur la droite. Donc c'est sculpture allégorique, où on découvre Moïse qui nourrit de blé le moulin, et donc d'où s'éjecte la farine. Donc le blé étant l'Ancien Testament, le moulin le Christ, et la farine les Évangiles, donc récoltés par saint Paul ici. Donc ces mises en scène illustrent les liens indéfectibles qu'il existe entre les divinités et les humains. Donc pour les Berbères, par exemple, c'est dans le mouvement de rotation du moulin que la vie des hommes passe de l'état terrestre à l'état céleste. En effet, cet outil est employé dans différentes séquences rituelles, inventoriées sur le continent africain, notamment lors du passage d'un statut de jeune fille à celui de femme, ou dans la séquence de deuil et la clôture de deuil. Le moulin, dans ces cas, s'extrait du simple statut d'outil de mouture pour acquérir le statut d'objet rituel. Donc à partir du moment où il est fonctionnel, le moulin est un outil donc dans certains pays du continent africain, qui est un outil attaché à la condition féminine, actionné exclusivement par les femmes, dans un lieu généralement réservé aux femmes, la case à meule, et c'est notamment le cas au Cameroun ou au Burkina Faso. Donc un des rituels liés à la condition statutaire féminine est celui qui vise à faire toucher une meule à moudre, le mil, à la jeune fille, symbole de sa condition d'épouse, et cette meule lui signale son changement d'état. Chez les femmes Gurunzi du Burkina Faso, cette séquence est davantage tournée vers l'installation des outils de mouture dans la nouvelle case. Ou une meule enfant destinée à moudre le mil pour la préparation du tau, au plan national, et une meule mère pour le mil germé destiné à la bière, attend la nouvelle épouse. Le tau, c'est une sorte de bouillie qu'on prend avec... Chez les Berbères, en règle générale, sont présents lors de cérémonies de mariage tous les éléments fondateurs liés au cycle agraire, soc de charrue, moulin, peau de mouton sur laquelle est posé le moulin. Ces éléments confèrent aux noces une sacralité apportée par les rites et les bénédictions. Cela rend le mariage licite. Alors, le cas des meules dites Rasun Bato, excusez-moi pour la prononciation, en Inde, impliquées dans certaines cérémonies comme celle du mariage, donc rituel selon lequel la fiancée pose son pied droit sur une molette, de l'obtention d'un enfant de sexe masculin. Voilà, c'est lors d'une cérémonie, donc c'est lors de cette cérémonie, que la femme dépose la molette du moulin sur sa cuisse, et doit ingérer, inspirer par la narine droite de la farine, de la poudre de figuier, moulu avec le moulin. Au Mexique, je fais une traversée de l'Atlantique. Au Mexique, la métate, attachée aussi à la condition féminine, est également impliquée dans le rite matrimonial. Le parrain de baptême de la mariée vient à la noce avec une métate attachée dans le dos et l'offre à sa filleule pour augurer la fertilité de l'union. Et là, c'est du maïs ? Maïs, ouais. Maïs. Un détour en Amérique du Nord, chez les Indiens Hopi, rendra compte d'une autre utilisation du moulin dans le cadre d'un mariage d'une jeune femme. Pendant 2 journées complètes, en silence,
La jeune femme va moudre du maïs blanc, remplacer le 3e jour par du maïs bleu. Cette activité est effectuée à l'aide d'un des 3 moulins disposés traditionnellement dans la pièce dédiée à cette activité. Une cérémonie ritualisée similaire mais peu détaillée se déroule au Burkina Faso, dans laquelle la future mariée va moudre pendant 1 semaine les céréales données par les femmes de sa cour pour obtenir de la farine pour le taux, de nouveau. Alors là, cette jeune femme n'a pas le droit à l'erreur. Dans le nord-ouest de l'Inde, la préparation des aliments destinés au mariage, ici sur votre droite, est confiée aux femmes de la famille. Et à cette occasion, un moulin est spécialement conçu pour le rituel de préparation du banquet. Le moulin est testé par ces femmes et la mouture produite est goûtée afin de se prémunir d'un éventuel empoisonnement. Dans ces différents cas, nous remarquons que les moulins sont spécifiquement conçus ou employés pour le déroulement du rituel. Donc ces moulins entrent donc dans une autre sphère, la sphère sacrée. Dans ce sens, durant le deuil, au Burkina Faso, une seule meule continue d'être actionnée. Il s'agit d'une meule parcourue d'un défaut, d'une ligne blanche, qu'il ne faut pas acquérir pour le travail quotidien. Donc ce type de pièce est destiné à moudre un produit, alors qui n'est pas mentionné par l'auteur, mélangé à l'eau de bain du défunt. Une fois que cette meule a servi, elle est fichée dans le terre-plein de la case à meule jusqu'aux grandes funérailles. Elle sera alors de nouveau extraite pour être donnée à une vieille femme pour son usage personnel. Donc elle quitte absolument le circuit classique. Chez les Kasséna, la meule est considérée comme un outil naturel, révélé aux hommes par Dieu. Elle revêt par moments un caractère sacré lorsqu'elle intervient dans les préparatifs de certaines cérémonies coutumières. Les meules, outils sacrés, accompagnent les vivants, et c'est dans ces circonstances qu'elles jouent un rôle de média entre les 2 mondes, nous venons de le voir. Mais ces meules peuvent également jouer un rôle psychopompe. Donc on peut assigner ce rôle à de véritables pièces ou à leur représentation choroplastiques à Chypre, en Ukraine ou au Mexique. Alors, dans de très nombreuses sépultures, principalement néolithiques, ces sépultures sont accompagnées d'outils de mouture, parce que ce sont des outils rituels, des outils sacrés. Nous n'en savons rien en définitive, puisque nous n'avons pas la cérémonie qui accompagne. Mais, comme nous le disions précédemment, nous ne pouvons qu'apporter des pistes de lecture. En ce qui concerne la présence d'outils de mouture dans les sépultures, je ne pourrai pas toutes les citer, comme je vous ai dit en introduction, mais il est intéressant de noter certaines variations, avec notamment, alors, je vous parlais de meules dans les sépultures, ici sur votre droite. Pardon, oui. Juste une question qui vient. Est-ce que c'est quand il y a des meules dans les tombes, est-ce que on sait le sexe de la personne? Est-ce que c'est corrélé au sexe? Ça, je serais incapable de le dire. Je ne sais pas s'il y a eu autant de faire de recherches systématiques. On pourra en parler avec Luc Jalot, effectivement, tout à l'heure, à l'issue de la communication. Donc, en ce qui concerne cette présence d'outils de mouture dans les sépultures, on peut citer, alors c'est pas exactement des meules, des moulins, mais c'est des sortes de champignons, c'est des hongos de piedra, très probablement des pilons pour broyer des champignons hallucinogènes, disent les articles, découverts dans des tombes mayas, donc qui donnent également au dépôt une certaine singularité. Alors cette singularité est aussi présente sur le site d'Egversheim, juste à côté de Strasbourg, qui a livré, entre autres, une incinération couverte d'une grande meule. Alors j'ai fait une petite, ça c'est la photo initiale. Là, j'ai fait un montage, voilà, dans lequel je vous montre la crémation. Donc il est intéressant de faire le parallèle avec des mentions données dans l'article de Nathalie Bail-Talby, pardon pour la prononciation, sur les sites funéraires et les pratiques magiques. En effet, en Gaule pré-romaine, la présence d'un couvercle, dalle de pierre, une tuile, couvre les récipients funéraires. Alors, est-ce que le fait de fermer l'urne au moyen d'un couvercle et d'empêcher l'âme du défunt de sortir de sa tombe, voilà, c'est une question que l'on peut se poser. Alors, une autre singularité est l'exemple des bassins funéraires publié en 2008 par McKillan et Logg, donc un article dans lequel les auteurs de l'université de Belfast suggèrent une nouvelle lecture des bassins en pierre découverts dans les tombes à couloirs irlandaises.
donc qui date à peu près de 4000 avant notre ère. Les archéologues pensent que le sujet n'a pas été abordé en totalité et reposent les questions des tombes à couloirs, des cultes des ancêtres, et la symbolique des céréales dans les sociétés agricoles. Ça, sur ces tombes-là, c'est mégalithisme ou quoi? Oui, c'est du mégalithisme. C'est des tombes. On est vers 4000 avant notre ère, a priori, en Irlande, oui. Lorsqu'ils sont présents dans les tombes à couloirs, les bassins sont plus souvent situés dans la zone centrale de la tombe, parfois des zones un peu en retrait, mais on peut y accéder souvent que par un passage vraiment très étroit. Il semble que ces tombes aient été réalisées autour du bassin, qui, d'après les observations, ont été élaborées de manière à ce que la lumière solaire éclaire le bassin dans lequel ont été découvertes des crémations. Alors, en dehors de cette construction de période néolithique, il est important de noter que les deux archéologues ont repris l'analyse des bassins, permettant de revoir leur fonction initiale, et il s'est avéré que ces bassins, en fait, étaient des meules appartenant à des moulins va-et-vient, qui étaient utilisés donc par les constructeurs de cette tombe mégalithique dans le rituel, donc, pour symboliser la transformation des membres individuels de leur société en ancêtres. Je cite l'article. L'idée de transformation est peut-être liée au thème de la régénération du processus céréalier, cycle symbolisé donc par le passage de la céréale du végétal, la céréale, farine, enfin bon. En ce qui concerne la tradition choroplastique, donc la choroplastie, c'est la sculpture par modelage, celle-ci est également éloquente. Au Mexique, sur la gauche, par exemple, dans l'état du Nayarit, des modèles de maisons découverts dans des sépultures datant du 1er siècle de notre ère ont été découvertes. Elles figurent ici, comme c'est le cas sur la photographie, donc une petite maisonnette, donc avec une salle basse qui est surmontée d'un portique. Donc dans cette salle basse, en fait, se préparent des choses, et principalement un utilisateur de métathé, voilà, donc l'archéologue Christy Butterwick, donc qui a étudié ces petites maisonnettes, ces petits modèles de maisons, suggère que les salles basses étaient dédiées aux tombes des défunts. Et ainsi qu'aux activités de préparation alimentaire. Donc on est vraiment, les deux mondes sont très très proches. Donc c'est le cas dans notre exemple, voilà, avec ce petit personnage ici. Sur la partie de droite, vous voyez ici à Chypre, dans la collection Cesnola du musée du Metropolitan. Donc on a une scène un peu similaire, voilà. Cette petite choroplastie là date de la période chypro-archaïque. On est durant l'âge du fer. Les deux individus sont au cœur d'une scène de traitement des céréales, où la figure de droite donc actionne une molette sur une meule, et puis celle-ci vanne, tamise, voilà, on ne sait pas exactement, voilà, un tamis, voilà, bon, on ne sait pas trop. Là, sur ça fait pas. Bah si, il y a le vent là. Voilà, oui. Ici, le vent et le tamis, les deux opérations. Voilà, les opérations sont réduites dans cette petite scénette. Donc c'est assez courant il y en a quelques-unes à Chypre qui ont été découvertes. Donc toujours avec des binômes, voilà. Si on passe cette fois en Ukraine, vers 4500 avant notre ère, c'est au cœur de l'habitat chalcolithique, cette fois de Popunia, qu'une maquette en terre cuite a été découverte. Donc une maquette d'un sanctuaire sur pied, donc représente une place. Vous voyez ici une place fermée avec fermée par un balcon, et puis où se déroule une petite scène de mouture ici. Voilà, donc en marge de vases de stockage, de foyers ici. Voilà, donc pour confectionner sans doute des pains. Je vais terminer sur, je vous le montrerai après parce que c'est très beau. Je terminerai sur deux exemples qui, au contraire des précédents, les meules et les moulins. Donc, dans les exemples qu'on vient de voir, en fait, vous avez remarqué que les meules et les moulins ont été soustraits à la vue, par l'exercice du rite d'ensevelissement. Donc, il y a un autre type où le moulin, au contraire, est montré et fait l'objet d'une véritable expression publique disponible à la vue de tous. Donc ce sont deux exemples, dont le premier c'est le tombeau de l'affranchi romain d'Ostie, Publius Nonius Zetus,
c'est très connu, évidemment, hein, on va sur Internet, on en trouve des photos et des photos. Donc vous voyez clairement que sur ce tombeau, alors sur le dessus du tombeau, il y a des réceptacles pour mettre des urnes cinéraires, des urnes de crémation, et sur le côté, vous voyez clairement, voilà, une petite scène de mouture avec un animal qui tourne le moulin dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les boulangeries. Et puis à l'opposé, vous voyez, vous retrouvez ce tamis, sans doute ici des choses pour pétrir, enfin voilà, de l'outillage, de l'outillage de mouture ou du transport. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, donc le deuxième, c'est le superbe tombeau de Rhizacès. C'est un boulanger romain. C'est près de la Porta Maggiore, Rome. Et donc vous voyez que ce tombeau qui a été retrouvé au XIXe siècle était absolument extraordinaire. Bon, en dehors de son architecture assez contemporaine, vous voyez ici des perforations qui rappellent ou qui peuvent rappeler, bon, selon les archéologues, des pétrins. Bon, voilà, chacun y voit un petit peu ce qu'il. Bon, il y a peut-être des canons, mais voilà, en tout cas, ce sont a priori des pétrins. Et en attique, donc vous voyez ici figurer toute une procession de petits personnages qui sont en train qui sont en fait c'est une scène de boulangerie, tout simplement. Qu'est-ce que tu entends par pétrin? Le pétrin, donc pour pétrir la pâte. La forme, c'est quoi? C'est un récipient? C'est une sorte de tonneau. Le pétrin, ouais, c'est une sorte de tonneau. Pour la travailler. Voilà, pour la travailler, oui, tout à fait, oui. En tout cas, à l'époque. C'était fixe? Oui, c'était fixe, oui. Dans la terre? Oui, enfin posé sur le sol de la boulangerie, oui. Okay. Et donc vous voyez donc en attique là ces petits personnages dont le déroulé est ici. Donc en fait c'est une scène de boulangerie, donc de la mouture jusqu'à la vente, puisque le boulanger à l'époque romaine faisait tout. Voilà. Donc avec avec certains exemples, donc nous sommes conscients que les auteurs que j'ai cités frôlent parfois les limites de la démarche scientifique, notamment avec l'article sur les tombeaux irlandais. Bon, il est indispensable de ne pas basculer en surinterprétant les données, car le pouvoir narratif des hommes et des objets archéologiques est important. Il est indispensable de rester clair et de croiser ses sources, même donc dans cette démarche-là. Ces exemples sont néanmoins là pour inciter à la vigilance, et montrer certaines difficultés d'interprétation, notamment, et c'est là où ça fait un peu tilt, notamment sur l'exemple irlandais. Donc la ligne de la démarche scientifique est parfois un peu franchie, voilà. Donc c'est d'ailleurs un des thèmes de l'exposition temporaire actuellement au Laténium. Cette exposition s'intitule « Des choses », tout simplement, et présente, je cite, « des objets archéologiques déroutants, dérangeants, que leur singularité confine souvent au registre de l'anecdotique ou du divers ». Voilà. Et donc pour terminer, sur cette thématique un peu fragile, je citerai l'excellent article de Jean-Louis Lequelec, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, intitulé « Idoles, Béthyle, litholaterie et culte phallique au Sahara », où l'auteur reprend, mais absolument sans concession, les analyses de prétendus Béthyle et autres idoles provenant de cette région désertique, impliquant des rituels construits autour de prétendus cultes phalliques. Donc je vous invite à lire cet article absolument intéressant. Voilà, et j'en ai terminé. Et voilà, je vous remercie.